Mon nom est Johanna Fina-Chassé, je suis entomologiste, spécialiste des insectes auxiliaires, et je vais vous présenter aujourd'hui des résultats de pas mal d'études sur la relation insectes auxiliaires et les fleurs. Donc plutôt les insectes floricoles utiles pour la protection des plantes. Alors, depuis 2007, j'ai créé mon laboratoire de recherche appliquée sur le lien entre les insectes et le paysage, les insectes auxiliaires, à la suite de ma thèse que j'ai réalisée entre 2003 et 2006 au laboratoire de protection biologique intégrée à l'Institut national d'horticulture et de paysage à Angers. Et donc l'objectif principal, c'est de favoriser les auxiliaires sauvages pour diminuer l'utilisation des pesticides. Donc que ce soit dans les agroécosystèmes, donc dans ce cas-là, je travaille avec différents partenaires sur des programmes de recherche, donc dans le cas du programme d'IVA, les cases d'art Oxymore, avec les chambres d'agriculture, coopératives agricoles, etc. Et puis, je travaille aussi dans les milieux urbains, donc avec les villes de Paris, Nantes, Beauvais, pour les plus grandes villes, et sinon, je travaille aussi avec des petites communes. Et c'est toujours sur la même thématique. Donc après, on peut regrouper certains résultats qui peuvent être intéressants. Donc je vais vous présenter d'abord ce que c'est que des auxiliaires, qu'est-ce qu'on entend par là. Donc on peut appeler ça aussi des ennemis naturels. Donc ce sont tous les organismes vivants qui tuent les organismes nuisibles. Donc il y a des prédateurs, je n'ai pas mis la définition, ce que c'est un prédateur. Mais vous avez également les parasitoïdes. Donc ce sont des animaux, ou même des fois des végétaux, qui se développent aux dépens d'un autre, dont ils entraînent obligatoirement la mort. On distingue l'endoparasitoïde et parasitoïde. Donc ça, c'est une définition de l'Association française de protection des plantes. Donc je vais vous en présenter quelques-uns. Donc vous avez dans la famille des cirphes, des syrphidés, donc il y a quelques espèces qui sont intéressantes, puisque la larve... Voilà, ici là on voit la larve. Donc ça ressemble à pas grand-chose, en fait, c'est con. Hein. Et cette larve est aphiliphage, donc elle va consommer principalement donc, des pucerons, une trentaine de pucerons par jour. Et l'adulte, par contre, est floricole. Il a besoin de pollen et de nectar pour pouvoir se reproduire. Donc il est facilement reconnaissable parce qu'il a un rôle stationnaire, donc on peut en voir aussi d'autres photos qui sont présentes là-bas, de quelques cirques. Donc voilà, donc on voit très bien un cirque en train de butiner. Donc là, une fleur de crucifère. Vous avez donc bien sûr les coccinelles, sachant qu'il existe 80 espèces de coccinelles en France. Elles ne sont pas toutes aphiliphages. Il y en a qui vont consommer aussi des jeunes stades de chenilles. Il y en a qui vont manger des acariens, des petites par exemple. Il y en a qui vont manger aussi de la rouille, l'oïdium. Donc elles sont toutes à peu près intéressantes. Et ici, là, je vous ai présenté, là c'est le stade en fait de la coccinelle asiatique. Là, je vous présente ça parce que comme ça, vous savez ce que c'est qu'une coccinelle asiatique. Donc il y a plusieurs formes, plusieurs couleurs, et la larve, on reconnaît par ces bandes orange latérales. Donc voilà, donc ça c'est la coccinelle à 7 points, donc le nombre de points donne le nombre d'espèces le plus souvent. Et là on la voit sur une fleur, donc les coccinelles, même si au stade adulte elles consomment des pucerons, mais elles sont quand même moins efficaces que les stades larvaires, il leur arrive par pénurie ou même avoir une alimentation mixte en consommant bien sûr du pollen et du nectar. Vous avez des punaises aussi prédatrices. Donc voilà, donc là, je vous présente les auxiliaires en général. Donc ça, c'est des petites punaises qui font 2-3 mm, des anthocorides. Donc là aussi, 2-3 mm, donc souvent c'est pas bien grand, mais il y a une très grande diversité d'auxiliaires. La chrysope, donc il existe à peu près une trentaine d'espèces pour les plus courantes. En tout cas en Bourgogne, il pourrait y avoir une trentaine d'espèces. Vous avez aussi une autre photo de chrysope là, et sur une fleur d'Achiacée, et vous allez voir, je vais en reparler, c'est vrai que les chrysopes aiment bien ce type de fleurs. Donc les adultes sont floricoles, ont besoin de pollen et de nectar, comme la photo là-bas,
Et par contre, les larves, elles, sont prédatrices généralistes. Donc elles vont consommer pas mal de petits arthropodes à corps mou. Donc on va la voir quand ici manger une mouche blanche ou alrode, du puceron, jeune stade de cochenille, ça peut être des psylles, des œufs de papillons, etc. Vous avez son cousin, l'émérope, qui va manger essentiellement du puceron, au stade larvaire mais aussi adulte, mais a besoin de pollen et de nectar aussi au stade adulte. Et vous avez les parasitoïdes. Donc là, vous avez un petit parasitoïde qui a à peu près la même taille que son hôte. Ici, c'est un puceron. Et donc, on voit la femelle avec son ovipositeur qui pond à l'intérieur un œuf, à l'intérieur de ce puceron. Et la larve, après éclosion, va donc se nourrir de l'intérieur du puceron. Et donc, le puceron va se transformer à ce qu'on appelle une momie et va donc mourir sur place, sur la feuille. Donc, sur la feuille, sur la tige. Donc, en tout cas, sur la plante. Mais on voit tout de suite, en fait, on reconnaît, là j'ai pris une photo, on reconnaît en fait les pucerons parasités. Donc quand une femelle, il faut savoir une femelle parasitoïde, parasite à peu près une quarantaine de pucerons par jour, puisqu'elle pond 40 œufs par jour. Donc elle ne va pas s'amuser, elle va pas mettre les oies, on va pondre sur la colonie de pucerons. C'est quand même tout petit, ça fait 1, 2, 3 mm. Donc voilà, donc si vous voyez une momie de puceron, il y a de fortes chances que le reste des pucerons soient parasités. Donc ça ne sert à rien de traiter. Alors quand je dis traiter, même les insecticides naturels. Les insecticides naturels, ça tue aussi les auxiliaires. Donc là, on voit un autre parasitoïde parasiter une mouche blanche, donc une larve d'alrode. Et donc il faut savoir que pratiquement tous les insectes ont un peu leur parasitoïde. Pratiquement. Donc là, ça c'est un tableau qui récapitule les auxiliaires qu'on peut trouver. Et, donc là, ce sont plutôt les familles et ce que ça peut consommer. Donc c'est quand même très intéressant. Et il y a une très très grande variété parce que là, ça ne sont que les familles, mais au sein de ces familles, il y a plusieurs espèces. Et voilà, elles interviennent à différentes périodes et consomment différentes espèces. Donc ces insectes-là peuvent être utilisés dans le cadre de la lutte biologique. Donc ça, c'est vraiment le terme utilisé qu'on connaît. Bon, ça fait penser à la lutte chimique. Moi, je parle plutôt de contrôle biologique. C'est déjà, on va essayer de lutter absolument contre les nuisibles, mais bien de contrôler les populations de nuisibles jusqu'à un seuil de nuisibilité des plantes cultivées. Parce que les auxiliaires ne vont pas manger la totalité, hein. Il en reste toujours pour les générations futures. Donc il existe aussi les contrôles biologiques par conservation. Donc c'est d'aménager en fait le paysage, les habitats pour favoriser les auxiliaires sauvages et dans l'objectif de protéger les cultures. Donc le rôle du paysage peut être en tant qu'habitat, donc il va servir de site d'alimentation, de reproduction, de refuge, de repos, d'hivernage, etc. Tous ces habitats sont nécessaires au cycle biologique des auxiliaires. Donc si on veut des auxiliaires, il faut essayer d'apporter le maximum d'habitats. Donc moi je m'intéresse à tous ces types, mais là je vais vous présenter aujourd'hui surtout l'alimentation, et en tout cas l'alimentation au stade adulte, donc les fleurs. Quelles sont les fleurs? Donc si on fait par exemple déjà des relevés, alors là c'était des relevés qui ont été réalisés au Luc Camboulogne sur une exploitation en agriculture biologique, en maraîchage, en Vendée. Et si on regarde dans la bande enherbée ou dans la haie, vite fait, c'est juste pour vous dire qu'on ne va pas forcément trouver les mêmes insectes dans la bande enherbée que dans la haie. À quelque chose près, donc ce sont les familles qui seront représentées. Mais par exemple, en vert ici, ce sont les chrysopes. Et dans la journée, on va retrouver essentiellement les chrysopes dans la haie. Parce qu'en fait, ce sont des insectes crépusculaires. Et donc, ils se reposent la journée dans la haie. D'où la nécessité d'avoir des haies, à proximité des plantes qu'on veut protéger. Si on veut des chrysopes, en tout cas. Puis, c'est nécessaire. Et puis, sinon, dans la bande enherbée, on a plutôt des insectes qui sont spécialisés de la strate basse.
comme les parasitoïdes. Donc il faut les deux. Voilà. Si on regarde en général sur des relevés d'insectes auxiliaires, ici là, donc c'est à Saint-Étienne-du-Pont aussi encore en Vendée, ce sont principalement les hyménoptères parasitoïdes qui sont très présents dans les agroécosystèmes. Mais on retrouve quand même pas mal de prédateurs comme les léprotères ou quelques coléoptères. Donc là, par exemple, pour les chrysopes, juste pour vous dire que, par exemple, elles hibernent au stade adulte, en tout cas pour les espèces dominantes, elles hibernent au stade adulte, et ensuite, à partir de février-mars, quand les températures dépassent 10 degrés, elles migrent vers les agroécosystèmes ou d'autres sites, en tout cas là où là où elles peuvent trouver aussi du pollen et du nectar. Donc, où ça va être principalement dans les haies où il y a du noisetier, ou en tout cas là où on retrouve les essences qui vont être en fleurs à cette période-là. Et les générations suivantes vont descendre vers les strates basses, et après on va avoir les grandes migrations à l'automne et voilà. Donc après, alors déjà, au mois de septembre, août-septembre, elles vont consommer le méla qui va se trouver sur les feuilles, par exemple, et migrer la première semaine de novembre vers les sites d'hiver. Il y a des techniques pour pouvoir avoir le plus de chrysopes possible sur son exploitation pour pouvoir les attirer, pour les faire hiverner. Ça, si ça vous intéresse, je peux vous le dire. Et on peut avoir jusqu'à 400 chrysopes par place. Donc si on compare une bande enherbée spontanée avec une bande fleurie, donc en fait, on peut voir que dans une bande enherbée spontanée, on a quand même beaucoup plus d'auxiliaires en très grande diversité qu'une bande fleurie semée, par exemple, qui a été implantée, en tout cas semée artificiellement dans les mélanges fleuris, par exemple. Là ici, c'est spécifique auxiliaire. Et en fait, il y a des choses très intéressantes dedans, comme les parasitoïdes de pucerons, ou d'autres parasitoïdes, et quelques cirques. Mais il y a une diversité moindre. Maintenant, savoir ce qui est le plus intéressant, c'est l'objet de mes études. Donc en fait, on retrouve beaucoup de bandes fleuries comme ça. Bon là, c'est juste 2 espèces. Le long là, c'est un long vert en fait, en quelque sorte, c'est le long de culture. Alors, est-ce que c'est toujours intéressant? Donc là, en fait, on voit plutôt les cirques qui sont sur la rafnelle, par exemple, qui a été implantée, et s'il y a du spontané, évidemment aussi. Mais par contre, tout ce qui est bourrache, ça va être plutôt les abeilles mellifères, il y avait des ruches qui étaient juste à côté, et donc les abeilles mellifères se trouvent sur les bourraches. Si on compare différents types de couverts floristiques, alors on peut se rendre compte que les couverts, les types jachères avec des cosmos, etc., enfin plantes ornementales, c'est pas forcément les plus intéressants, puisque là c'est le numéro 4, c'est là qu'on trouve le moins d'auxiliaires. Par contre, ce qui est spontané, ça a l'air intéressant. Donc ça c'est une jachère d'1 an, avec que du spontané. Alors tous ces sites étaient à côté. Donc on voit une très nette différence. Et même la jachère mellifère semée de Saint-Foin, Fétuc et Trèfle, ça a l'air très très intéressant. Juste pour dire qu'en fait, dans le jachère mellifère semée, pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, les légumineuses favorisent énormément les prédateurs et parasitoïdes de pucerons, parce que les légumineuses sont très très riches en pucerons, notamment le puceron vert et rose du pois, Circonsiphophysum. Et si vous regardez aussi dans des cultures de luzerne porte-lac qui laissent fleurir, vous trouverez énormément d'auxiliaires. Ça brouille, c'est incroyable. J'ai jamais vu autant de coccinelles, de cirques et de chrysopes sur des parcelles cultivées. Même par rapport au milieu naturel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la culture de luzerne, c'est mieux que le soja. Si on pouvait faire manger un peu de la luzerne et cultiver de la luzerne en France, on a diminué fortement
Donc, on va importer du soja et c'est quand même dommage. Après, d'autres études, donc là c'était en ville, donc au Jardin des Plantes de Nantes, on a comparé à peu près les mêmes espèces en variété horticole et en variété sauvage, savoir si, on a comparé le peuplement d'insectes sur ces plantes. Et en fait, si on regarde sauvage, si on compare un sauvage et horticole, souvent c'est plutôt quand même, en général, le sauvage qui est le plus intéressant en nombre d'individus. Mais mais il y a quelques espèces qui peuvent être intéressantes en horticole. Donc là, je vous ai mis quelques espèces horticoles parce que, en fait, il ne faut pas. Il y a des espèces sauvages, évidemment, on sait qu'elles sont intéressantes pour les insectes, mais il ne faut pas dénigrer totalement l'horticole, surtout en ville. Bon, on va mettre quand même de l'horticole. Et il y a quand même des espèces qui peuvent être intéressantes, d'où l'objet en fait, de l'étude de la ville de Nantes, c'était pour savoir quelles plantes il faudrait mettre dans les écoquartiers. Donc sauvage, mais aussi horticole. Sachant que sauvage, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, sauf si on met du spontané. Mais des fois, que ce soit dans le milieu agricole ou dans les espaces verts, pour éviter des plantes, on va dire, indésirables, des fois, on va introduire des plantes qui seraient peut-être plus intéressantes. Enfin, pour esthétiquement, les habitants. Et ça va que quelques plantes pourraient être intéressantes, donc ça peut être le cas du fenouil, du solénostémon et gaïa, et sauge pour les cires. Ensuite, il y a aussi une étude, la même étude qui a été réalisée au Parc Floral de Paris. Donc, les géraniums sanguins sauvages étaient quand même les plus attractifs. Le phorbe aussi, sauvage, mais en horticole, on va retrouver les nids magnifiques qui attirent de nombreux pollinisateurs différents. Donc voilà, donc ça c'est quelques plantes. Donc les plantes rampantes, comme le polygone persicaria, qui est une plante rampante. Donc ça c'est très intéressant quand on veut éviter des plantes indésirables. On met une plante qui va bien qui va se répandre, qui va prendre tout l'espace. Et là, il y a des insectes très intéressants qui vont s'y loger, notamment des insectes qu'on ne trouve pas forcément en grande quantité, comme les hémérobes, et qui aiment bien ce genre de plantes, et quelques chrysopes. Là, alors, j'ai identifié aussi les pollens consommés par les cirques et les chrysopes. Donc là, si ça vous intéresse, c'est une liste de pollen, donc une liste de plantes qui ont été visitées donc, ici par les chrysopes. Et la plupart du temps, c'est quand même les plantes qui sont sur place déjà, et des plantes plutôt sauvages, et qui sont accessibles aux chrysopes, c'est-à-dire qu'ils ne se ferment pas le soir. Voilà. Et, mais on va retrouver quand même des fabacées, donc comme le lotier et la luzerne. Et on va retrouver là en orange donc toutes les rosacées qu'on peut trouver dans les haies. Donc des prunus, des pyrrhus pyrastres, des rosacamina, etc. Donc voilà en général, donc ça nous donne une base de plantes qu'on pourrait mettre près des plantes à protéger, donc que ce soit en milieu agricole ou dans les espaces verts. Donc la même chose ici pour les cirques. Donc on a toute une base. Alors les chrysopes, elles sont plutôt opportunistes, maintenant c'est plutôt une question d'accessibilité à la plante. Mais les cirques ont plutôt, selon les espèces, elles n'ont pas visité vraiment tout à fait les mêmes plantes. Donc c'est un peu plus général, parce que là c'est sur beaucoup d'espèces de cirques, ce tableau, mais voilà, en tout cas les astéracées et les brassicacées sont très recherchés par les cirques. Alors il existe des semis de plantes pour spécialiser pour les auxiliaires. Maintenant, ça a été fait un petit peu par les semenciers, sans forcément, ils ne connaissent pas grand-chose sur les auxiliaires. Donc ils ont essayé de faire un peu, peut-être de la vidéo et tout ça, mais voilà, ce ne sont pas forcément les spécialistes qui ont créé ce type de mélange. Maintenant, on essaie quand même de voir ce qu'il y a. Il y a plusieurs semenciers, mais il y en a quelques-uns qui ont fait des spécifiques vraiment PBI ou auxiliaires, enfin, ça existe. Donc j'ai pu faire
comparaison dans différents types de mélanges, et notamment donc, le PBI, protection biologique intégrée pour les auxiliaires, n'est pas forcément le plus riche, en tout cas plus abondant en arthropodes auxiliaires, mais et pas forcément, pas en arthropodes auxiliaires. Et en arthropodes, c'est pas forcément le plus riche. Donc voilà, pour l'instant, il y a encore des améliorations à faire. Par exemple, on va trouver beaucoup d'abeilles parce que la plupart des mélanges, il y a beaucoup de plantes qui sont plutôt mellifères. Les abeilles domestiques, il faut savoir que c'est souvent fourrage facile, bleuet. Ça, c'est vraiment les 3 plantes que vous allez trouver sur les bases de tout mélange fleuri, parce qu'on va d'abord favoriser les insectes, les abeilles domestiques. Et ça, c'est des fois au détriment des autres, parce que la facile et le bourrage peut prendre le dessus sur les autres plantes. Donc, c'est pas forcément très, très bien. Mais sur le mélange publié, on a pu voir quand même quelques chrysopes et coccinelles ici. Il y avait des plantes intéressantes comme les abysses, le bleuet quand même, qui attirent les coccinelles parce que riches en pucerons. Le chrysanthème des moissons, c'est bien pour les cires. Les soucis sont visités par les chrysopes, donc ça c'est les résultats des pollens qu'on peut montrer. Les sauges par les cires, la Tunisie pour les coccinelles, et puis bon, voilà, j'insiste beaucoup sur les fabacées. Ça c'est vraiment super pour les auxiliaires. Et sinon les chrysopes, elles aiment les apiacées, la nette, fenouil, carottes, pour pouvoir les favoriser, et ça, voilà, faut faire des mélanges spécifiques. Alors maintenant, il y avait un autre mélange auxiliaire qui existe de notre semencier, et là... il va falloir que vous concluiez. Oui, je vais conclure. Et donc voilà, les engrais verts aussi sont super bien. Et parce qu'ils sont très riches en fabacées, et là on trouve pas mal. Et donc c'est pas forcément les mélanges horticoles qui sont les plus favorables, et les mélanges en fabacées sont très bien. Et ça sera toujours un peu moins bien que la bombe en herbe spontanée, mais après, voilà, c'est sur des terrains souvent retournés, et on veut éviter les indésirables, c'est pour ça qu'on met les mélanges. Voilà, je vous remercie.